Élisabeth est une princesse qui vient d'être interpellée dans une salle de banquet par son fiancé, le prince Frié. Il dit qu'ils rompt leur fiançailles parce qu'il croit qu'Élisabeth a poussé sa chère Sylvie dans les escaliers, autrement dit, il veut croquer Sylvie. Élisabeth n'a aucune idée de ce dont il parle, puisqu'elle n'a absolument rien fait de tel, mais Frié est trop égocentrique pour se soucier de ce qu'elle a à dire. Donc, en plus d'annuler leur fiançailles, il la condamne également à la réclusion dans un cachot. Élisabeth était fiancée à Frié depuis de nombreuses années à ce stade, et elle s'investissait pleinement dans leur relation et faisait tout son possible pour s'améliorer afin de pouvoir le soutenir. Elle a même fini par assumer un tas de tâches qui étaient censées être le travail du prince, et elle ne s'est même pas posé de questions à l'époque. Sa femme de chambre l'avertissait constamment de ne pas se coucher trop tard le soir parce que c'est mauvais pour sa santé, mais Élisabeth disait qu'elle devait juste finir un dernier rapport parce que le prince était trop occupé par une réunion pour le faire lui-même. Cependant, cette réunion à laquelle elle faisait référence était plus une fête qu'une obligation, donc fondamentalement, le prince avait déchargé tout son travail sur Élisabeth pour pouvoir s'amuser. À ce stade, Élisabeth essayait encore de se convaincre que tout cela était parfaitement normal, alors elle a dit à sa femme de chambre qu'elle était satisfaite des choses telles qu'elles étaient, puisqu'elle faisait avancer les choses beaucoup plus rapidement quand le prince n'était pas là. Et elle ne le fait pas seulement pour Frié, mais plutôt pour le bien des sujets, parce qu'elle ne veut pas qu'ils aient à souffrir si des affaires comme celle-ci restent sans solution. En plus de gérer toutes les affaires politiques du prince à sa place, Élisabeth dirige également une entreprise connue sous le nom de Funel Corporation et s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Élisabeth prévoit donc de l'agrandir pour pouvoir embaucher plus d'employés. La raison pour laquelle elle a créé cette entreprise en premier lieu était de pouvoir redonner à la communauté et l'utiliser pour des activités philanthropiques afin d'aider les pauvres. En raison de toutes ces bonnes actions, Élisabeth est devenue très populaire parmi les habitants de la ville, et ils disent tous qu'ils aimeraient la remercier personnellement pour toute son aide, mais Élisabeth a toujours été trop gênée pour recevoir des éloges directs, donc elle ne s'est jamais révélée comme étant celle derrière la Funel Corporation. Ainsi, personne ne la reconnaît quand elle passe, et elle était parfaitement satisfaite de cette situation car elle veut seulement rendre les gens heureux et se moque totalement de recevoir des éloges ou de la reconnaissance pour cela. Le lendemain, alors qu'Élisabeth était occupée avec une autre grosse pile de paperasse, le prince s'est enfin levé et est venu dans son bureau pour lui dire que le groupe Gecko, ceux qui l'avaient invité à cette fête l'autre jour, demande l'accès au trésor royal pour développer leur entreprise. Donc il veut qu'elle rédige les documents appropriés pour cela. Cependant, Élisabeth lui dit immédiatement qu'elle n'approuvera pas une telle demande. Elle s'était renseignée sur la société Gecko et avait découvert qu'ils ont récemment détourné beaucoup de bénéfices de leurs livres comptables, donc si on leur donnait accès au trésor royal, ils ne manqueraient pas d'y détourner des fonds également. Le prince s'énerve quand elle dit cela parce qu'il essaie d'impressionner ses nouveaux amis, et si Élisabeth rejette leur proposition, cela va ruiner sa crédibilité auprès d'eux. Il dit à Élisabeth de faire ce qu'il dit parce qu'elle n'est que sa fiancée, mais Élisabeth ne cède pas parce qu'elle sait que les règles sont de son côté, et accepter une telle demande nuirait à la réputation de la famille royale dans son ensemble, donc il n'y a rien que Frié puisse dire pour la faire changer d'avis. Le prince part alors en trombe, furieux, et une fois qu'il est parti, Élisabeth attire l'attention du chevalier de Frié et lui demande de bien vouloir surveiller le prince pour qu'il ne se fasse pas avoir par des individus mal intentionnés. Robert comprend ce qu'elle essaie de dire, et il dit que le prince était probablement juste trop fatigué du voyage de retour pour bien réfléchir aux choses. Élisabeth espérait bien que c'était le cas, car une idée comme donner à un groupe d'officiels corrompus un accès direct au trésor royal aurait facilement pu causer le déclin du royaume, et Élisabeth veut empêcher quelque chose comme ça à tout prix, car quand un royaume décline, ce sont les gens ordinaires qui souffrent le plus. Un peu plus tard, Élisabeth se prépare à sortir parce que, maintenant qu'elle a fini le travail d'aujourd'hui, elle a enfin du temps pour une pause bien méritée, alors elle demande à Michel de préparer sa calèche car elle veut profiter de chaque minute. Cependant, avant qu'elle ne puisse partir, son père entre soudainement dans le bureau à sa recherche. Il est là pour informer Élisabeth qu'une réunion d'urgence a été convoquée concernant une récente activité de monstre, et que le roi devra y assister, donc en tant que bras droit du roi, le père d'Élisabeth devra également y aller. Élisabeth demande à quand est prévue cette réunion, et il lui dit que c'est la semaine prochaine, mais c'est une très mauvaise nouvelle, puisque la semaine prochaine devait avoir lieu le gala anniversaire du royaume. Elle dit qu'ils vont maintenant devoir annuler la fête, mais son père lui dit qu'ils ne le peuvent pas, car les invités venant de contrées lointaines doivent déjà être en route à l'heure qu'il est. Ainsi, il dit que la fête aura lieu comme prévu, et Élisabeth ne voit pas comment cela va être possible avec le roi et le chancelier absents, mais il explique que le roi a personnellement confié tout ce qui concerne la fête entre les mains d'Élisabeth. Elle est choquée en entendant cela et essaie d'abord de refuser, mais son père lui dit que le roi croit fermement que tout se passera bien si elle est en charge, et qu'il n'a personne en qui il a autant confiance qu'elle, donc son père lui demande d'assumer cette tâche, et quand il le dit ainsi, Élisabeth n'a pas vraiment le choix. Elle est un peu contrariée de ne pas avoir eu l'occasion de profiter de son jour de congé,
Mais il n'y a pas de temps à perdre à s'inquiéter de cela car elle a beaucoup de travail devant elle si elle veut s'assurer que la fête anniversaire soit un succès. Alors qu'elle est en train de réfléchir à quoi faire, Michel regarde par la fenêtre et remarque que le prince flirte ouvertement avec Sylvia. Elle était consternée par la façon dont Frier trompait ouvertement Elisabeth, mais Elisabeth s'en fichait vraiment, car il est assez courant pour un prince d'avoir plus d'une compagne, et elle n'a vraiment rien contre Sylvia. Son seul reproche est le fait que Sylvia n'a été adoptée que récemment dans une famille stérile et n'a pas encore appris l'étiquette appropriée pour interagir avec les royaux, mais elle ne pense pas que cela posera de problème. Elisabeth invite plus tard Sylvia à prendre le thé avec elle dans sa chambre, et là, elle avertit poliment Sylvia que si elle veut poursuivre une relation avec le prince, elle doit être consciente que son comportement peut affecter non seulement elle-même, mais aussi la réputation du prince et celle du royaume dans son ensemble. Elisabeth souligne ensuite la blessure que Sylvia a actuellement à la jambe, et la raison pour laquelle elle en parle est qu'elle a appris que Sylvia s'était fait cette blessure lors d'une sortie avec un certain noble qui n'est pas le prince. Maintenant, Elisabeth est une femme civile, donc elle ne va pas traiter Sylvia de coureuse de jupons à deux visages qu'elle est. Après tout, le prince lui fait pratiquement la même chose, donc elle se moque de leur relation compliquée, mais elle se soucie de l'image du royaume, donc elle dit à Sylvia de s'abstenir de tromper le prince à partir de maintenant. Sylvia baisse la tête et s'excuse, mais en quittant la chambre d'Elisabeth, elle a l'air visiblement furieuse qu'Elisabeth l'ait démasquée. À ce moment-là, le prince passait justement par là, donc Sylvia a eu une idée pour se venger d'Elisabeth et a décidé de jouer la victime devant le prince. Elle a fait couler les larmes et a fait semblant de tomber devant lui, et quand il lui a demandé ce qui s'était passé, elle a montré la blessure à sa cheville et a dit au prince qu'Elisabeth était celle qui lui avait fait ça, ce qui nous ramène au présent. Elisabeth essaie d'expliquer qu'elle n'a aucune idée de ce dont le prince parle, et cela mis à part, elle lui dit qu'il ne devrait pas faire une telle scène alors qu'ils ont des invités de divers royaumes présents aujourd'hui, mais le prince s'en moque complètement et ordonne qu'Elisabeth soit envoyée au cachot pour avoir tenté de tuer sa bien-aimée. Elisabeth ne comprend toujours pas ce qui se passe, et aucun des gardes non plus, mais comme Robert est le chevalier personnel du prince, il n'hésite pas à maîtriser Elisabeth. Alors qu'Elisabeth est forcée au sol, elle aperçoit le sourire sournois de Sylvia, et elle comprend immédiatement que Sylvia l'a délibérément piégée pour cela. À peu près tout le monde sait que ce qui se passe ici est complètement absurde, mais avec le roi et son père absents pour le moment, le prince a actuellement la plus haute autorité royale dans le château, donc aucun des gardes ne peut se permettre de s'opposer à ses ordres pour l'instant. Ainsi, Elisabeth accepte simplement d'aller au cachot en attendant. Plus tard, la nouvelle parvient au roi, et le père d'Elisabeth apprend ce qui s'est passé au royaume pendant leur absence, et le roi est absolument stupéfait de la sottise de son fils, car il n'aurait jamais imaginé qu'il jetterait Elisabeth, la femme la plus compétente du royaume, en prison pour rien. Il veut rentrer immédiatement pour libérer Elisabeth et réprimander son fils pour cela, mais c'est là que nous découvrons que le père d'Elisabeth se moque totalement d'elle, parce qu'il vient d'apprendre qu'elle a été emprisonnée injustement, et la première chose qu'il a faite a été de convaincre le roi qu'il n'était pas nécessaire de rentrer parce qu'il ne voulait pas perdre de temps avec Elisabeth. Donc il la laisse essentiellement se débrouiller toute seule, et le roi suit son avis parce qu'il suppose que son père saurait ce qui est le mieux pour sa fille. De retour au royaume, un mois s'écoule avec Elisabeth en prison, et elle avait d'abord espéré qu'elle pourrait enfin prendre une pause de toutes ses responsabilités pour une fois, mais même si le prince l'a enfermée, il a quand même réussi à lui imposer tout son travail administratif. Un peu plus tard, Michel descend pour voir Elisabeth en se cachant avec de la magie. Et pour s'assurer que personne ne soupçonne rien, Elisabeth utilise la magie d'hypnose pour assommer le garde. Elle demande alors à Michel ce qui se passe, car elle est sûre que la nouvelle a dû parvenir à son père et au roi, et elle s'attendait à ce qu'ils reviennent pour arranger tout cela, mais Michel informe Elisabeth que son père a en fait voté pour la laisser se débrouiller seule, et entendre cela touche une corde sensible chez Elisabeth parce que son père la laisse toujours gérer le sale boulot qu'il ne veut pas faire. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, car Michel mentionne également que le prince s'en est pris à son entreprise aussi. Il prétend que la Funel Corporation était dirigée par une traîtresse, et il veut maintenant remplacer tous les cadres choisis par Elisabeth par ses propres hommes de main. Elisabeth pense que c'est vraiment mauvais, car cet idiot va détruire l'entreprise et mettre le royaume dans une mauvaise position, mais Michel ne comprend pas pourquoi Elisabeth pense encore à ce qui est le mieux pour le royaume qui ne l'utilise que comme un outil pratique, même après tout ce qui lui est arrivé. Elisabeth convient qu'il est exaspérant de penser à ce que le prince et Sylvia lui ont fait, ou au fait que son propre père a refusé de venir l'aider, mais elle dit que tout cela n'est pas la faute du peuple, donc elle ne veut pas les laisser souffrir. Cependant, Michel a encore une chose à signaler et informe Elisabeth que le prince et son cercle proche ont répandu des rumeurs infondées, l'accusant d'avoir tenté d'assassiner Sylvia et de prendre le contrôle du pays, et même s'il n'a présenté aucune preuve de cela, les gens ont tous commencé à croire et à calomnier son nom, malgré tout le bien qu'elle a fait pour eux. Et ce fut la goutte d'eau pour Elisabeth, alors pour la première fois, elle dit « merde » et décide qu'elle ne va pas se casser le dos pour ce royaume une seconde de plus.
Elle donne alors un coup de poing dans le mur pour évacuer sa frustration, et elle remercie Michel d'avoir ouvert ses yeux car elle comprend maintenant à quel point elle a été stupide. Elle aurait pu s'échapper d'ici à tout moment avec la puissance de ses sorts, donc elle dit à Michel qu'elles vont enfin quitter ce misérable royaume. Tous les êtres de ce monde ont du mana, et quelques élus sont capables de contrôler ce mana pour invoquer ce qu'on appelle des artefacts divins. Les artefacts divins peuvent être n'importe quoi, y compris des épées et des lances, mais dans le cas d'Elisabeth, son artefact divin se manifeste sous la forme de cette grimoire, et l'un de ces grimoires lui permet d'enregistrer et de manifester n'importe quel type de magie. Au moment de partir, elle crée un clone de glace d'elle-même pour que les gens ne le découvrent pas immédiatement. Après cela, elle se rend au domaine du vicomte Lucas de l'Empire voisin. Lucas se souvient de ce qui s'est passé à cette fête, et il est encore sincèrement choqué que le prince ait pu faire quelque chose d'aussi stupide, car même un imbécile complet devrait être capable de voir qu'Élisabeth était derrière la plupart des succès du royaume ces dernières années. Il aimerait vraiment avoir quelqu'un d'aussi compétent qu'elle à ses côtés, et à sa grande surprise, alors qu'il pense à cela, Élisabeth lui rend soudainement visite. Il est choqué de la voir ici et lui demande ce qu'elle fait, alors Élisabeth explique qu'elle en a assez d'être utilisée par le royaume et qu'elle aimerait demander l'asile dans l'Empire. Lucas sait reconnaître une opportunité en or quand il en voit une, alors il accepte de la laisser rester dans l'Empire, mais il lui demande ce qu'elle compte faire pendant qu'elle est ici, et Élisabeth explique qu'elle va se venger en détruisant tout ce qu'elle a aidé à construire pour le royaume. Pour être clair, elle explique qu'elle n'a aucune intention de s'opposer directement au royaume et de déclencher une guerre, elle se range simplement du côté de l'Empire parce qu'il est le mieux placé pour s'opposer au royaume, et bien qu'elle n'ait pas d'attachement particulier envers eux, elle l'assure que l'Empire bénéficiera de la chute du royaume. Avec tout ce qui venait de se passer, Lucas décide de quitter le royaume immédiatement. Car, bien qu'Élisabeth ait été maltraitée, elle restait extrêmement importante pour leurs opérations, et le palais sera en émoi lorsqu'ils découvriront qu'elle a disparu. Le plan pour l'instant est que Lucas emmène Élisabeth dans son domaine à la frontière du royaume, et il dit qu'il va devoir la garder sous surveillance pour le moment puisqu'elle est toujours techniquement une résidente du royaume, ce qu'Élisabeth trouve tout à fait juste. Lorsqu'ils arrivent enfin dans le domaine de Lucas, Élisabeth remarque que les gens ici semblent vraiment apprécier Lucas, ce qui est un bon signe car cela signifie qu'il se soucie sincèrement de son peuple, et Lucas est fier de dire qu'il pense faire du bon travail en gouvernant ces terres. Ils finissent par arriver au manoir de Lucas, et là, Élisabeth lui dit qu'elle aimerait faire une requête. Elle demande à Lucas de lui donner la permission d'ouvrir un commerce dans son domaine puisqu'elle a besoin d'un moyen de gagner de l'argent ici, et Lucas n'est pas opposé à l'idée, mais ensuite Élisabeth lui demande un prêt de 100 pièces d'or pour l'aider à lancer son affaire puisque tout son argent a été saisi au royaume et qu'elle est actuellement complètement fauchée. Lucas hésite un peu car 100 pièces d'or, c'est beaucoup d'argent, mais Élisabeth l'assure qu'elle a l'intention de tout rembourser, et comme preuve de sa sincérité, elle sort même un contrat magique, un document qui oblige les utilisateurs à respecter ces termes, qu'ils le veuillent ou non. Il stipule essentiellement que dans un an, Élisabeth remboursera à Lucas le double de son investissement, et si elle échoue, elle se laissera vendre comme esclave pour couvrir les frais. Lucas pense qu'Ellie a dû devenir folle car il ne comprend pas pourquoi elle proposerait des conditions aussi désastreuses pour elle-même, mais elle dit que cela ne la dérange pas car elle sait pertinemment qu'elle pourra rembourser le prêt. Comme elle est si insistante, Lucas accepte de lui prêter l'argent, et la première chose qu'Ellie fait est d'acheter un vieux bâtiment délabré pour une pièce d'or. Elle dit que ce sera leur base d'opération à partir de maintenant, mais Marielle est un peu confuse quant à la raison pour laquelle elle achèterait un endroit comme celui-ci puisqu'il est pratiquement tombé en ruine. Ellie admet qu'il va probablement falloir beaucoup de travail pour remettre cet endroit en état, mais c'est le meilleur qu'elle ait pu trouver pour une pièce d'or, et elles doivent conserver autant de capital que possible. Quelques jours plus tard, Ellie et Marie ont toutes les deux fini de rénover le bâtiment, et Marie demande si Ellie prévoit de faire des cosmétiques le cœur de l'activité, comme elle le faisait avec son entreprise dans le royaume, et Ellie dit qu'elle prévoit de le faire éventuellement, mais pour l'instant, elles n'ont ni le capital ni la main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer des produits qu'elles pourraient vendre à grande échelle aux nobles, c'est pourquoi le premier article qu'elle prévoit de mettre en vente est cette savonnette. Marielle regarde la savonnette et peut voir d'un coup d'œil qu'elle est de meilleure qualité que le savon qu'Ellie vendait dans le royaume, mais les marges bénéficiaires sont minces, donc elles ne pourront pas gagner beaucoup d'argent avec. Cependant, Ellie dit que gagner de l'argent avec le savon n'est pas son plan, le savon n'est qu'un tremplin pour lui permettre d'établir sa marque, donc elle est prête à essuyer une perte pour l'instant. Cependant, si elle veut s'imposer, elle va devoir se créer au moins quelques relations, et elle sait parfaitement par où commencer. Tout d'abord, elle se rend à l'église de Libru, et sur place, elle croise le grand prêtre. Elle explique qu'elle vient d'ouvrir une nouvelle entreprise, donc elle souhaite prier pour sa réussite ici, et le prêtre lui dit qu'elle est la bienvenue. Mais juste à ce moment-là, deux enfants entrent en courant joyeusement, ils sont venus dire au prêtre qu'ils ont gagné un peu plus d'argent aujourd'hui, et le prêtre les remercie pour leur dur travail, mais il dit qu'il est actuellement occupé à parler à quelqu'un, donc ils devront revenir plus tard. Les enfants comprennent et repartent en courant pour jouer un peu,
et une fois qu'ils sont partis, le prêtre explique à Ellie qu'il gère l'orphelinat d'à côté et que c'était quelques-uns des enfants dont il s'occupe. Ellie dit que le prêtre doit faire du très bon travail car ses enfants semblent vraiment bien pris en charge, et le prêtre dit qu'il fait de son mieux, mais il admet que c'est un peu difficile pour lui car gérer un orphelinat est plutôt coûteux, et bien qu'il ait voulu tenir les enfants à l'écart de cela, ils ont découvert qu'il avait des difficultés financières et se sont portés volontaires pour arracher les mauvaises herbes autour de la ville afin de gagner un peu d'argent pour soutenir l'orphelinat. Il a l'impression d'avoir échoué envers les enfants car des enfants de leur âge ne devraient pas avoir à travailler, mais Ellie l'assure que les enfants apprécient ce qu'il a fait pour eux. En fait, elle dit qu'elle aimerait faire un petit don à l'orphelinat, mais quand elle tend 5 pièces d'or au prêtre, il lui dit qu'il ne peut pas accepter une telle somme. Ellie insiste sur le fait que ce n'est pas un problème pour elle car elle le voit comme un investissement, après tout, ses enfants deviendront un jour ses futurs clients, il est donc dans son intérêt de s'assurer qu'ils sont bien pris en charge maintenant. Après cela, Ellie rentre chez elle, et quand elle arrive, elle retrouve Marielle, qui a passé toute la journée à distribuer une partie de leur savon aux femmes de chambre des nobles afin de se constituer une clientèle, et comme prévu, en 3 mois, leurs ventes ont commencé à croître régulièrement, et elles ont pu se diversifier dans d'autres produits cosmétiques comme des lotions et des shampoings, donc elles ont gagné une somme d'argent décente. Ellie a également pris l'habitude de donner de l'argent à l'orphelinat de temps en temps, donc elle demande à Marielle de livrer le don de ce mois-ci pour elle, et une fois cela fait, elle et Marielle partent déjeuner ensemble. Ellie est contente que leur entreprise se soit développée récemment, mais elle est sûre que leurs concurrents ne sont pas très heureux de cela, donc elle demande à Marielle si la compagnie Gaz a déjà entrepris des actions contre elle. Elle dit qu'ils sont restés plutôt silencieux pour l'instant, donc Ellie lui demande de continuer à les surveiller, et elle rappelle également à Marielle d'être particulièrement prudente pour ne pas laisser fuir la formule du savon car, tant qu'elles ne se seront pas solidement établies, ce savon est leur bouée de sauvetage. Elle mentionne également, à propos, que la formule secrète du savon est cachée dans leur coffre-fort dans la boutique, le tout à portée d'oreille de ce type qui travaille justement pour la compagnie Gaz. Pendant ce temps, à la compagnie Gaz est absolument furieux que la société commerciale qu'Ellie a lancée lui vole de plus en plus de clients chaque jour qui passe. Son assistant tente de le rassurer en lui disant que ce n'est pas grave car la société commerciale n'est encore qu'une petite entreprise et qu'elle n'a pas une clientèle très large, mais Gaz sait que la société commerciale doit délibérément limiter sa production pour pouvoir sélectionner ses clients, et par ce moyen, ils ont systématiquement volé tous les bons clients de Gaz, ne lui laissant que les clients difficiles qui ne cessent de se plaindre. Si cela continue, Gaz va perdre encore plus d'argent à cause d'eux dans les années à venir, mais comme ils ont construit leur clientèle avec des nobles influents, il ne peut pas risquer de s'attaquer directement à eux sans s'aliéner les nobles qui achètent chez eux. Juste à ce moment, on frappe à la porte et Grand, celui qui était au restaurant, entre. Gaz n'aime pas Grand et lui dit de sortir d'ici car il suppose que Grand est venu mendier de l'argent. Grand est un paquet de nerfs à cause des cris constants de Gaz, mais il rassemble son courage pour lui dire qu'il a en fait des informations sur la société commerciale. Gaz se fige en entendant cela, et pour une fois, il décide de prendre Grand au sérieux et lui demande quelles sont ses informations. Grand explique qu'il était au restaurant en train de manger et qu'il se trouvait assis près de 2 filles de la société commerciale qui parlaient du fait que la formule secrète était cachée dans le coffre-fort de la société. Après avoir appris cela, Gaz réalise que s'il pouvait mettre la main sur cette formule secrète, il pourrait peut-être fabriquer le même savon que Trade, ou même meilleur. Profiter de leur nom déjà établi pour fabriquer des versions contrefaites et faire fortune. Il lance alors un sac de pièces à Grand comme récompense et lui dit de dégager de sa vue et de ne pas souffler mot de cette conversation à quiconque. Pendant ce temps, du côté d'Ellie, Marielle vient d'apprendre que dans le royaume, elle a été qualifiée de traîtresse et qu'une prime a été mise sur sa tête, et pour aggraver les choses, c'est son propre père qui a pris l'initiative de porter plainte contre elle alors qu'il savait parfaitement que tout ce dont le prince l'accusait était complètement faux. Le fait que son propre père soit prêt à la vendre aussi facilement juste pour couvrir l'incompétence du prince fait mal, mais elle ne peut pas se laisser distraire par ses actions, surtout lorsqu'elles sont en plein milieu de leur plan de vengeance contre le royaume. Quelques instants plus tard, on frappe à la porte, et quand Marielle ouvre, elle se retrouve face à une femme nommée Hildegard, qui dit qu'elle est ici au nom du service juridique de la guilde marchande pour enquêter sur une affaire troublante. Ellie reste calme et demande à Hildegard ce qu'elle lui veut, alors Hildegard explique qu'il y a eu des rapports faisant état de savon d'Ellie causant de graves éruptions cutanées et des plaies chez les clients, elle souhaiterait donc placer Ellie en garde à vue pour pouvoir aller au fond des choses. Marielle pense que ces accusations sont bidons car il est impossible que leur savon provoque une telle réaction, mais Ellie dit qu'il est inutile de discuter et accepte d'accompagner Hildegard pour être interrogée car elle sait qu'elle n'a rien à cacher. Un peu plus tard, Ellie est assise dans la salle d'interrogatoire avec Hildegard, et après avoir examiné tous les ingrédients du savon d'Ellie, rien dans la formule ne semble pouvoir causer de mal aux clients. En fait, comme Ellie ne vend qu'à une poignée de nobles sélectionnés, elle sait pertinemment qu'aucun de ses clients ne s'est plaint de plaies, donc elle suggère qu'il doit s'agir du travail d'une marque contrefaite. Hildegard reconnaît qu'il semble qu'Ellie n'ait rien à voir avec l'incident,
et Élie demande si elle pourrait jeter un œil au savon de marque contrefaite qui a causé les plaies. Hildegard le lui tend, et après avoir inspecté le savon, Élie confirme qu'il s'agit bien d'un produit contrefait et elle soupçonne qu'il a été fabriqué à partir d'une partie volée de leur recette. Hildegard demande ce qu'elle entend par là, alors Élie explique qu'elle garde sa recette dans le coffre-fort de sa société, mais que suivre cette seule recette produirait un produit toxique, il doit donc être neutralisé à l'aide de la formule de la seconde recette, qu'Élie garde toujours sur elle. Elle soupçonne également que celui qui a fabriqué ce savon doit se faire passer pour un membre de la société commerciale afin d'utiliser leur marque pour attirer les clients, et après avoir entendu tout cela, Hildegard est convaincue qu'Élie est innocente dans toute cette affaire et qu'elle est en fait victime d'un vol de marque. Elle décide alors de lancer une enquête pour retrouver le vendeur de ce savon, et il ne lui faut pas longtemps pour remonter la piste jusqu'à Gaz. Lorsqu'il voit le service juridique de la guilde débarquer, il réalise que c'est fini pour lui, mais même après avoir été amené pour interrogatoire et confronté à Élie, qui exige une compensation pour les dommages que Gaz a causés à sa marque avec son savon contrefait, il reste suffisant et lui dit qu'il ne paiera pas un centime de compensation car les agents d'exécution de la guilde n'ont pas l'autorité de le forcer à payer une telle chose. Si elle veut vraiment réclamer une compensation, sa meilleure chance serait d'obtenir qu'un prêtre de l'église de Libru agisse comme juge, mais il n'y a aucune chance qu'elle puisse convaincre l'un d'eux de se déranger pour régler une affaire aussi insignifiante. Cependant, malheureusement pour Gaz, Élie se trouve justement être une bonne amie de l'un de ses prêtres, et dès qu'il a appris ce qui s'était passé, il est immédiatement venu pour aider et statuer en faveur d'Élie, exigeant que Gaz paie une compensation pour ses péchés. En conséquence, Gaz est contraint de céder les droits de gestion, l'équipement et les actifs de sa société, ce qui est, par coïncidence, exactement ce dont Élie a besoin pour étendre ses propres opérations.